Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo qui est un update lecture. Je suis désolée pour le cadre, je suis dans ma voiture, semaine un petit peu chargée. J'ai emmené les trois grands à leurs activités et là j'ai une demi-heure de battement entre aller chercher le premier qui va sortir et déposer les livres à la bibliothèque. Je suis juste à côté de la bibliothèque, j'ai trouvé une place à l'ombre et heureusement parce qu'il fait chaud. Enfin bon, assez de blablater, donc j'ai 4 livres à vous présenter. Je vais vous les présenter par ordre de lecture, ce sera plus simple. Alors, je vous ai dit la dernière fois que je vous ai vu que je voulais commencer Atlas. Donc voilà, je l'ai lu enfin. Donc c'est le tome 8 de la saga des 7 sœurs. Alors au tout départ, le 8e tome n'était pas prévu par l'autrice. Elle en avait que 7 en tête, un pour chacune des 7 sœurs. Et en fait, à force qu'on lui demande s'il y aurait un tome 8 ou s'il y aurait un tome exclusivement réservé au père des 7 sœurs, elle a fini par en écrire un. Alors comme vous le savez peut-être, Lucinda Riley est décédée avant d'avoir fini d'écrire ce livre. Elle savait qu'elle était très malade et qu'elle n'allait pas pouvoir le finir, mais elle avait écrit pas mal de notes. Et donc elle a demandé à son fils, Harry Whittaker, s'il voulait bien écrire ce livre à sa place, pour ça qu'il y a les deux noms dessus. Et c'était pas la première fois qu'ils collaboraient ensemble, parce qu'ils ont écrit des livres jeunesse ensemble, donc voilà, je pense qu'elle avait toute confiance en son fils. Honnêtement, j'ai pas vu spécialement de différence d'écriture entre les 7 premiers et celui-ci, ou alors peut-être en mieux, parce que je crois que c'est sûrement mon préféré en fait. Déjà dans les 7 tomes, j'avais pas apprécié toutes les histoires de la même manière, les personnages sont assez différents, les époques sont différentes, les pays sont différents, donc chaque tome a vraiment son univers. Et je les ai pas spécialement tous aimés, j'en ai aimé 2 ou 3 en particulier. Mais là, le tome 8, oui, je pense que c'est mon préféré, il n'y a pas de doute. Donc pour vous remettre un petit peu dans l'histoire, ou pour vous expliquer, si vous ne connaissez pas du tout la saga, on a un homme qu'on appelle pas Salt, qui est assez âgé, mais qui est suisse, qui a une grande maison en Suisse. On pourrait même presque dire un château tellement c'est grand, et il a adopté cette fille dans le monde entier, et donc qui s'appelle Maya pour la première, Dapliez. On a Maya, on a Ali, on a Star, on a Sissi, on a Electra. La 6e, qui est-ce que j'ai oublié? Tiggy et la 7e sœur qui est la sœur disparue qui s'appelle Mary. Et donc le 8e tome en fait il retrace l'histoire du père qui s'appelle Atlas. De toute façon c'est dans le titre, donc je vais pas vous spoiler le truc. C'est vrai que pendant les 7 premiers tomes il est très énigmatique. En fait il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Les filles elles-mêmes ne savent pas ce qu'il fait dans la vie, pourquoi il voyage autant. À chaque fois qu'elles ont osé lui poser des questions, en fait il a répondu à côté, il a détourné la conversation et finalement elles n'ont jamais su. Et comme elles vivaient très confortablement, entourées d'amour et tout ça, elles ne se sont pas plus posées de questions que ça. Et en fait à sa mort, déjà elle n'assiste pas à son enterrement, elle a décidé d'être inhumée en mer ou quelque chose comme ça. Et du coup, elles ne peuvent pas assister à ses funérailles. Et à chacune de ses filles, il a légué une lettre et les coordonnées de là où il l'a adoptée. Donc chacune a des coordonnées différentes. Une lettre qui est écrite de leur père, qui leur est destinée à elles seules. Donc c'est quelque chose de très intime. Et il leur dit, si jamais vous voulez retrouver vos origines, partez de là, à vous de faire le chemin. Et du coup elles sont pas toutes emballées par l'idée. Il y en a certaines qui se disent oui, d'autres qui sont très réfractaires à l'idée de faire ce choix. Mais on voit au fil des 7 tomes justement chacune va entreprendre ce voyage de creuser dans leur passé,
de trouver leurs origines. Donc ça c'était assez chouette. Même si normalement je suis pas fan des romans comme ça qui se passent avec des doubles temporalités, voire des fois des triples temporalités et tout ça. Mais j'ai trouvé que Lucinda Riley s'en était très très bien sortie. Mais c'est vrai que moi, dans toute l'histoire, pendant les 7 tomes, à chaque fois, je cherchais les indices sur le père. Et il y en avait quelques-uns, mais c'était peu. Et heureusement qu'il y a eu le tome 8, justement, pour clore cette histoire. Parce que sinon, je pense que ça aurait vraiment, vraiment manqué. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'ai lu très lentement par rapport à mon rythme de lecture habituel. Parce que j'avais vraiment envie de le savourer. Je sais que c'était le dernier. Et je sais que je le relirai pas. Je relirai pas cette saga. Elle est tellement énorme. Chaque tome fait plus de 700 pages. Donc c'est quand même assez colossal. Et donc je sais que je n'aurai pas envie plus tard de relire toute cette saga en entier. Donc c'est vrai que j'ai vraiment pris mon temps sur celui-ci. Je l'ai vraiment dégusté. Et en même temps, vu que c'est un gros livre qui est vraiment très lourd, très encombrant, les livres ça s'abîme vite si vous les transportez dans votre sac et tout ça. Et du coup, je ne l'ai pas transporté avec moi aussi souvent que les autres livres. D'habitude, dès que je sors, je l'ai dans mon sac et tout ça. Un livre de poche, c'est pas grave. Sauf que celui-ci, je voulais pas l'abîmer, je voulais en prendre soin. Et du coup, quand j'allais chercher les enfants, par exemple, je ne l'emmenais pas avec moi. Parce que je savais que j'allais avoir quelques minutes seulement, mais que ça valait pas le coup de le trimballer pour ça. Donc voilà, j'ai pris 10 jours. Et je l'ai vraiment dégusté. Ce que j'ai aimé dans ce livre, sans vous parler de trop de choses, on a vraiment toutes les infos qui nous manquaient sur le père. Je trouve que c'est complet. En plus, c'est bien découpé parce qu'on n'a pas ses premières années dès le départ. On les a qu'à la fin du livre. Donc ça augmente un petit peu le suspense. Et en plus, ce que j'ai vraiment aimé, ça c'est vraiment le gros plus, c'est qu'on a le journal intime. Enfin, oui, son journal intime du père qu'il a commencé à écrire vers l'âge de 10 ans. Et qu'il a conservé avec lui pendant plein d'années jusqu'à... je crois qu'il a fini de l'écrire... ou il a arrêté de l'écrire vers ses 60 ans, quelque chose comme ça, une fois qu'il avait adopté ses 6 filles. Et le fait que ce soit sous forme de journal intime, qu'on suit avec lui, c'est les événements de sa vie, à différents âges, qu'entre 10 ans et 60 ans, il se passe plein de choses, on n'écrit pas de la même manière. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. On a aussi les filles à l'époque de maintenant. Donc ça c'était assez chouette. Enfin, il n'y avait pas de grosses surprises parce que ce qu'on nous révèle dans le 8 finalement, les rares révélations, on s'en doute. Il y a quand même des petits indices qui sont disséminés dans les 7 premiers tomes, donc il y a des choses dont on se doute, mais les rares choses qui étaient vraiment nébuleuses, où il y avait vraiment un secret, je trouve qu'on les a toutes eues. En plus, on a voyagé dans le temps, dans les pays où les filles ont été adoptées. Il y a vraiment une histoire très complète. La seule chose que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir en physique les 7 premiers tomes. Parce qu'il y a plein de moments où j'aurais eu envie justement de replonger dans le tome en question, qui se passait au même moment que les événements de ces livres-là, pour voir s'il y avait des invraisemblances ou des choses comme ça. Ça m'a manqué un petit peu parce que je ne les avais pas en physique. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment le seul truc qui m'a manqué. Donc si vous avez tous les tomes, franchement vous allez vous faire ça va être génial pour vous. Donc voilà, donc si vous n'avez pas commencé cette saga, je vous invite à la commencer parce que c'est vraiment des histoires très intéressantes et on apprend plein de choses. Voilà. Donc voilà pour le tome 8 des 7 sœurs qui s'appelle Atlas, l'histoire de Passault. Ensuite, on continue avec une saga. Je vous avais présenté le tome 1 de Blackwater il y a quelques semaines, vraiment pas longtemps. J'ai emprunté après le tome 2 et 3, donc j'ai lu ce week-end Blackwater 2, La Digue. Je trouve la couverture est quand même moins sympa que la première. On a un cœur avec différentes des broches qui sont plantées dans le cœur. Alors, quand on lit le roman, on sait pourquoi, mais au tout début, ça m'a paru un peu bizarre. J'aurais pas forcément mis ça en couverture parce que ça résume vraiment un tout petit peu le roman. Donc dans ce tome là qui s'appelle La Digue, on va justement suivre la construction de la digue pendant toute l'histoire, parce que dans le tome 1 on sait qu'il y a eu une crue qui a envahi la ville de Perdido et tout était à reconstruire et tout ça, et c'est là que est apparu le personnage d'Elinor dans la famille Cascade. Et donc on est toujours avec la famille Cascade, la saga tourne autour de cette famille,
et d'Elinor. À la fin du tome 1, on a Elinor qui est mariée avec Oscar et ils ont une petite fille qui s'appelle Myriam. Mais à ce moment-là, ils habitent toujours dans la maison de Marie-Love, donc la mère d'Oscar, qui pourtant leur a fallu construire une maison à côté de la sienne, mais ils n'ont toujours pas le droit d'y habiter. Elle trouve toujours des prétextes et tout ça. Et donc Elinor a conclu un marché avec la mère. Ils lui laissent leur fille, Myriam, et eux, ils partent dans la maison d'à côté. Et bien sûr, Marie-Love accepte. Oscar accepte aussi. Et du coup, on se retrouve avec ce petit bébé, Myriam, qui vit sans ses parents, qui vit avec sa grand-mère et sa tante dans la maison principale. Et ses parents qui vivent dans la maison d'à côté, mais qui ne lui rendent jamais visite. Et en fait, dès qu'ils emménagent dans la maison d'à côté, Elinor retombe enceinte. Et quelques mois plus tard, elle a Frances. La grossesse est un petit peu bizarre. Il y a des mystères autour de cette grossesse, mais bon, ça c'est pas grave. Et donc, il va y avoir un nouveau personnage qui va arriver, justement un ingénieur qui est là pour construire la digue, mais avant de la construire, il faut étudier la rivière, la ville, pour savoir quels endroits il faut protéger et tout ça. Et donc, ce monsieur va être installé chez Marie-Love parce qu'elle l'invite à s'installer chez elle. Tout simplement parce que Elinor est contre cette digue, c'est la seule de la ville qui est contre. Et comme Marie-Love n'a qu'une idée en tête, embêter le plus possible sa belle-fille, et elle accueille chez elle Askew, je crois qu'il s'appelle comme ça. Dans sa maison, alors qu'elle l'aime pas spécialement non plus, mais c'est juste pour embêter sa belle-fille. Voilà. Et donc, il va entrer dans cette famille et on va avoir quelques petits... je peux pas vous révéler ce qui va se passer parce que sinon c'est pas drôle. Mais en tout cas, voilà. Toute cette histoire tourne autour de la construction de cette digue. J'ai beaucoup aimé ce tome 2 aussi. Il est vraiment dans la veine du 1. C'est vraiment la suite logique. Ça se déroule à peu près de la même manière. C'est assez tranquille, mais il y a une dose de surnaturel. Il y a toujours cette ambiance bizarre autour de cette rivière, autour d'Elinor. Donc voilà, c'est une ambiance que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce tome 2. Donc c'était une très très bonne lecture aussi. Je crois que je l'ai lu en 24 heures. Oui, sachant que le premier, je l'ai lu en 10 jours. Celui-ci, je l'ai lu en 24 heures. Donc c'était très très chouette. Et on a toujours derrière le merci à côté du prix. Et donc voilà pour le tome 2. Et comme j'avais le tome 3, j'ai enchaîné directement avec le tome 3 de Clackwater qui s'appelle La Maison. Et là, la couverture, elle est magnifique. Elle est peut-être même encore plus belle que le tome 1. J'adore celle-ci. Et pour le coup, là, il s'appelle La Maison et on a la maison qui est dessinée. Bon, il n'y a pas que la maison. Hein. Si vous regardez derrière, on a aussi un serpent, un squelette. Voilà, c'est assez glauque. Donc dans ce tome 3, il s'agit de la maison d'Oscar et Elinor. Donc ça tourne autour de cette maison-là. Il se passe des choses bizarres dans cette maison. Et on va pas trop savoir quoi pendant tout le livre. On soupçonne des choses, mais rien n'est vraiment clair. Et entre le 2 et le 3, on a 5 ans de différence. Autant le tome 1 et le tome 2 se suivent directement. Mais entre le tome 2 et 3, il se passe 5 ans. Alors c'est pas mal parce que du coup, ça laisse aux personnages le temps de grandir. Par exemple, dans le tome 2, Elinor et Myriam étaient vraiment des petites filles, voire des bébés. Et là, elles sont des jeunes filles, voire presque des adolescentes. Donc c'est chouette de les voir grandir. Et ça se passe, donc je vous ai dit, autour de cette maison. C'est vrai qu'il va se passer pas mal de choses dans cette maison. Mais ça va tourner aussi autour de Frances, qui est la deuxième fille d'Oscar et d'Elinor, qui est tout le temps malade. Myriam n'est pas du tout comme ça. Myriam, elle a aucun problème. On nous dit que c'est le portrait craché des Cascades, qu'elle est grande, élancée. Marie-Love l'éduque comme sa fille. Enfin, elles sont très proches l'une de l'autre, elles se ressemblent beaucoup. Alors que Frances est une enfant très faible, qui tombe souvent malade, alors par contre, elle est adorable avec tout le monde, elle est très pleine d'empathie. Enfin, c'est vraiment... On aime beaucoup... moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Frances, mais elle est tout le temps malade, toujours avec des graves maladies qui sont totalement inexpliquées, inexplicables. Mais on voit que en même temps, Elinor prend soin de sa fille.
on voit qu'il y a un rapport avec la rivière, elle essaye de la soigner par la rivière. Mais en même temps, on ne sait pas. Enfin, les questions que je me suis posées moi, c'est est-ce que Elinor sait vraiment ce qu'elle fait? Des fois, je me dis, est-ce qu'elle s'y prend de la bonne manière? Est-ce que elle teste sa fille? Est-ce que... Il s'est passé plein de questions dans ma tête parce que Elinor baigne beaucoup dans la rivière Perdido. Elle n'en a pas peur, alors que tout le monde en a peur. Et elle emmène souvent Frances sur la barque pour faire une balade sur la rivière. Mais à chaque fois que Frances est sur cette barque, elle a totalement confiance en sa mère. Mais elle ressent un lien bizarre avec la rivière qu'elle n'arrive pas à s'expliquer. Mais Elinor et Frances, entre elles deux, ne se parlent pas. Elles ne se confient pas à l'une à l'autre à propos de cette rivière. Et ça paraît tellement bizarre parce que Elinor est tellement liée à cette rivière que je ne comprends pas qu'elle n'en parle pas à sa propre fille. Je ne sais pas si c'est pour la protéger ou si elle ne sait pas si Frances a le même rapport à la rivière avec elle. Enfin, c'est très mystérieux, je n'arrive pas à m'expliquer cette relation qu'il y a entre les deux. J'espère que ça sera expliqué dans les tomes suivants parce que pour le coup, je suis un peu perdue. C'est pareil dans la maison, il se passe des choses dans la maison. Elinor, je ne sais pas si elle ne s'en rend pas compte ou si elle fait semblant de rien voir. Je ne sais pas. Parce que pour le coup, il se passe vraiment des choses qui ont des répercussions sur les membres de la famille qui sont dans la maison, notamment sur une pièce en particulier. Et on apprend plus vraiment que sur la fin de ce tome 3. Donc l'histoire de ce tome 3 est différente des deux premiers tomes. Je l'ai beaucoup moins aimé. Aussi parce que la moitié du roman se passe autour d'une personne qui s'appelle Squeenie, qui est extérieure à la famille, qui était déjà dans le tome 2, mais voilà, c'était vraiment un rôle de figurant. Et là, elle est vraiment importante dans ce tome 3. Beaucoup de choses se passent autour d'elle, de ses enfants, de son mari, et ça m'a dérangée. Enfin, c'était vraiment pas un moment agréable. Et ça a duré trop longtemps. Ça aurait été juste une introduction au tome, ça aurait été. Mais là, ça prend trop de temps et trop de place dans l'histoire, je trouve. Et du coup, ça m'a gâché quand même la moitié du livre. Et seulement après, on s'est intéressé à la maison en elle-même. Et à partir du moment où on a zappé l'histoire de Squeenie, c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Et pareil, il y a des personnages que j'ai aimés, des personnages que je n'ai pas aimés. J'aime beaucoup le personnage d'Elinor, de Frances, de James. En revanche, je déteste Mary Love, ainsi que Myriam. Même Myriam qui a été éduquée justement par Mary Love, elle pense comme elle en fait. On voit qu'elle a exactement la même mentalité et c'est détestable, c'est vraiment horrible. Et du coup, pendant les 3 premiers tomes, j'avais qu'une envie, c'était que Mary Love tombe dans la rivière. Vraiment, je me dis, mais quand est-ce qu'elle va se faire prendre par la rivière? Et voilà. Donc voilà, donc le tome 3 est quand même un bon tome, mais je l'ai beaucoup moins apprécié que le tome 1 et 2. Et j'ai hâte de lire la suite quand même, mais j'espère qu'ils ressembleront plus au 1 et au 2 que au 3. Mais bon, ça reste quand même une bonne saga. Et après, j'ai dû passer à autre chose parce que j'ai emprunté que le 2 et 3 à la médiathèque, j'avais pas pensé à en prendre plus. Et du coup, j'ai enchaîné avec le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, parce que j'avais emprunté il y a presque un mois, je l'avais pas encore lu, donc il fallait que je le lise pour pouvoir le rendre. Donc c'est un des plus célèbres romans d'Agatha Christie. C'est vrai que c'est un dont on parle très souvent, que j'avais très envie de lire. Je me dis mais ça doit être génial, on va en apprendre plein sur l'Orient Express et tout ça. Et finalement ça a été un gros flop. Donc pour l'histoire, je vous fais le résumé rapide qui est derrière, ça va tout me dire. Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, ce train de luxe qui traverse l'Europe, où un crime féroce a été commis. Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects et trop d'alibis. Donc c'est un roman qui est au livre de poche, qui est court, il fait 215 pages. Et ça n'a pas répondu du tout à mes attentes. C'est un huis clos. Comme l'autre livre d'Agatha Christie que j'avais lu qui s'appelait Ils étaient 10. Donc là, on est avec Hercule Poirot. C'est la première fois que je lisais un roman avec Hercule Poirot, mais je n'aime pas du tout ce personnage.
C'est un détective belge avec une moustache, un chapeau, enfin voilà, je crois que ça se passe, ils disent même pas je crois que ça passe dans les années 50. Ouais, je crois, si je me trompe pas, ça se passe dans les années 50. Et en fait, ce monsieur Poirot, mais il est plein de préjugés, d'a priori sur les gens. Dès qu'il voit une personne, il a tout de suite un avis dessus. Comment vous dire ça? Il accorde vraiment beaucoup d'importance à l'apparence et il juge. Il juge très très vite. Et ça, moi, j'aime pas du tout. C'est pas parce qu'il a l'expérience et tout ça qu'il peut savoir si telle ou telle personne est honnête, comme ça, juste en la croisant ou en lui parlant pendant 2 minutes. J'accorde beaucoup d'importance à la première impression pour les gens, mais lui, c'est vraiment extrême. Donc, j'ai déjà pas aimé ce comportement-là qui arrive vraiment très très vite, hein, dans les premières phrases où on a Hercule Poirot. C'est directement ça. Le train, on en parle très peu, en fait. Et en plus, l'histoire se passe pendant... Enfin, la majeure partie de l'histoire se passe pendant que le train est arrêté parce qu'il est bloqué par la neige. Donc c'est un huis clos et en plus dans un train arrêté. J'ai trouvé ça vraiment bof bof. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre à propos de ce livre? La traduction, et je trouve laisse à désirer parce que disons que c'est un petit peu ambigu parce que le livre, celui-ci au livre de poche, il a été édité, enfin il a été ressorti en 2011, donc c'est récent. Mais on voit que la traduction n'a pas été revue, selon la traduction originale. Et d'une part, il y a des mots qui sont écrits en anglais qui pourraient très bien être traduits. Par exemple, sleeping car, on pourrait très bien le traduire par train couchette ou train de nuit ou wagon couchette, je sais pas. Mais on aurait très bien pu le traduire, ce qui n'est pas le cas. C'est le cas de 2 ou 3 autres mots que je n'ai pas relevés, mais ça m'avait choqué quand je l'ai lu. Alors qu'il y a plein d'autres termes qui auraient pu rester en anglais et ça n'aurait pas été choquant. Mais je sais pas, c'était un peu bizarre. Et il y a aussi le parler de l'époque. Ça en même temps, je devrais pas le critiquer parce que, en effet, on est dans les années 1950, donc il est normal qu'on ait le même langage qu'en 1950. Mais le lire maintenant... Et bah du coup, je voyais toutes les fautes de grammaire et tout ça. J'arrêtais pas en lisant, j'arrêtais pas de corriger les gens, les personnages dans ma tête. Et ça m'a agacé, ça a ralenti ma lecture. C'était beaucoup moins fluide. Et même les personnages en eux-mêmes n'étaient pas spécialement intéressants. Le crime qui a été commis n'était pas spectaculaire. L'enquête, l'interrogatoire des personnes, j'ai trouvé ça assez bof bof. Et la chute, bah encore pire. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très moyen pour un livre qui est censé être un des meilleurs d'Agatha Christie, enfin en tout cas qui est des plus encensés quand je vois des critiques. Et je m'attendais à vraiment beaucoup mieux que ça et voilà. Et en même temps, je me suis rappelé qu'il y a quelques mois, j'étais tombée sur la télé sur un épisode d'Hercule Poirot. Et ça m'avait paru très bizarre, c'était la première fois que j'en voyais un. J'ai vu que les premières minutes, mais le personnage d'Hercule Poirot déjà m'avait saoulé, il m'avait paru, il m'avait agacé. Donc ça ne m'étonne pas que je n'ai pas apprécié le livre finalement. Donc c'est une grosse déception. Il y a des moments où j'ai été prise dans l'histoire et tout ça, mais la plupart du temps j'ai trouvé ça agaçant. On n'apprend pas grand chose sur le train. Voilà, enfin c'est vraiment une déception. Donc si vous l'avez aimé, bah, tant mieux, au moins que c'est fait des heureux. Mais c'est mon deuxième Agatha Christie. Le premier, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Et là, bah, je trouve que c'est encore pire. Donc je pense pas récidiver, en tout cas pas dans les mois qui viennent. Je pense que je vais mettre ça de côté. Je pense que c'est pas fait pour moi. Voilà, je préfère un bon thriller et tout ça plutôt qu'un policier avec un détective bof bof. Voilà. Donc voilà, les 4 lectures dont je voulais vous parler. Et là actuellement, bah, justement, je suis partie sur un thriller. Voilà, ma zone de confort. Et donc j'ai sorti de ma bibliothèque 2 bonnes raisons de mourir de Morgan Hodik, qui se passe à Tchernobyl. Et j'ai à peine commencé ce matin, j'en suis à la page seulement 22. Mais je trouve ça déjà vachement plus intéressant. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être allé jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve en commentaire si vous voulez me laisser des petits messages. Et je vous dis à très bientôt.
Bye.